Bonjour tout le monde. Bienvenue au forum L'aliénation parentale, une menace pour les femmes et les féministes. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir parmi nous à l'UQAM aujourd'hui. Je suis Isabelle Côté. Je suis professeure en service social à l'Université Laurentienne, qui est située à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Et je vais être votre animatrice pour la journée. En fait, l'objectif du forum aujourd'hui, c'est de mettre à jour les connaissances sur le concept d'aliénation parentale, mais dans une perspective critique, puis de réfléchir aux liens avec l'antiféminisme. Donc, on est intéressé à voir un peu comment le concept se déploie, comment il est mobilisé par différents acteurs et les conséquences sur les femmes et les enfants. L'idée un peu derrière le forum, juste pour vous donner un contexte du pourquoi on a décidé de mettre ça sur pied, c'est un partenariat qui a vu le jour il y a environ 1 an entre le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'antiféminisme, donc le GIRAF, qui est situé ici à l'UQAM, et le collectif Femmes en vie situé à l'Université d'Ottawa. Puis on voulait voir si c'était possible d'arrimer nos thèmes de recherche, donc antiféminisme et violence faite aux femmes, puis s'il y avait quelque chose qui pourrait potentiellement être intéressant. Donc, Francis Dupuy-Derry, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, Simon Lapierre, qui est quelque part dehors, et moi-même, on a décidé d'y aller avec la question de l'aliénation parentale qui s'est posée quand on a commencé à réfléchir aux liens entre l'antiféminisme et la violence faite aux femmes. Le forum d'aujourd'hui a donc été possible avec l'appui financier du GIRAF, de Femmes en vie, de l'Université d'Ottawa et du Réseau québécois en études féministes. Je vais donc céder la parole à Francine Descaries du REQEF qui va venir nous dire un mot de bienvenue. Bonjour. Au nom du Réseau québécois en études féministes et de tout le groupe qui a organisé cette magnifique journée, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreuses. Je pense que je n'ai pas besoin de féminiser là, pour le moment. Masculin, non, c'est correct. De vous voir aussi nombreuses. Alors, le REQEF, je vous le présente en quelques mots. Le REQEF est un regroupement de chercheurs universitaires et des milieux de pratique que nous avons créé grâce à une subvention du Fonds québécois de la recherche scientifique en 2011. Donc, nous avons 9 ans d'existence maintenant. Je reconnais quelques membres ici présentes et je les salue. Et notre objectif premier, c'est de fédérer, c'est les termes que j'utilise, fédérer, structurer, promouvoir la recherche féministe, mais dans l'ensemble des universités québécoises et en lien, effectivement, avec des partenaires terrain. Pour nous, à l'UQAM, qui avons depuis plus de 20 ans maintenant un institut de recherche et d'études féministes, c'est assez facile de se réunir. Mais pour plusieurs de nos chercheurs et de membres terrain, il est beaucoup plus difficile de posséder un centre, un noyau, un lieu où on peut se rassembler, on peut discuter sur des bases communes ou collectives. Commune, c'est peut-être un grand mot, mais collectives néanmoins. Et donc, le réseau répond à ce besoin. Nous sommes dans 12 universités et nous comptons maintenant près de 200 membres universitaires et étudiantes graduées. Et nous comptons parmi nous des collaboratrices de terrain dans 13 groupes particuliers et avec une forte présence des groupes justement qui luttent contre la violence faite aux femmes. Alors, c'était logique que le réseau s'implique et que le réseau accueille cette idée de colloque avec laquelle nous espérons collaborer de façon plus soutenue et continue, puisque le chantier violence, chantier antiféministe sont des pôles de concertation au sein du Réseau québécois en études féministes. Alors, ceci dit, j'en profiterai peut-être pour saluer nos 3 invités qui nous viennent, je ne dirais pas d'ailleurs, parce que je regarde la carte ici, je regarde la liste ici, il y a plusieurs membres qui viennent d'ailleurs, mais d'un peu plus loin, nos invités qui prendront la parole tout à l'heure. Et je vous souhaite à toutes et tous... C'est une habitude de l'UQAM. Je vous souhaite à tous et tous une très bonne journée et j'espère que vous profiterez des échanges parce que c'est le but premier de ces rencontres, c'est de nous amener à nous ressourcer, mais aussi à renforcer notre approche sur les questions qui vont être traitées aujourd'hui. Alors, à toutes et tous, bonne journée.
Donc, qu'est-ce qu'on entend par aliénation parentale et pourquoi, comme féministe, on s'intéresse à ce concept-là? Le concept d'aliénation parentale, et là, je ne vais pas empiétrer sur ce que les conférencières vont dire, elles vont élaborer, en fait, mais je pense que c'est quand même important de le camper, c'est que c'est un concept qui a initialement, dans les années 80, été défini en termes de pathologie. Les premiers travaux, les travaux les plus cités, sont ceux du psychiatre américain Richard Gardner, qui en parlait en termes de syndrome. Et Mélissa va en parler là, tantôt de façon plus approfondie. Donc, c'est un concept qui a émergé, en fait, et qui a été défini en termes de pathologie. Bon, on sait, là, je pense qu'on s'entend un peu sur qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale, là, de façon très vulgarisée, une espèce de lavage de cerveau, souvent de la part des mères envers les hommes. Mais ce syndrome-là, tel que le définit Gardner et comme va l'expliquer Mélissa, a fait l'objet de plusieurs critiques dans la littérature depuis les 30 dernières années, entre autres par des chercheurs, des intervenants. La validité de ce syndrome n'a pas été démontrée dans la littérature, c'est pas consigné dans le DSM. Et là, je ne vais pas empiétrer sur le temps de Mélissa, mais juste pour vous donner un peu le contexte du Québec, c'est qu'avec les années, on a élargi un peu cette définition-là. Et dans le contexte québécois, ce qu'on remarque, ceux et celles qui utilisent le concept d'aliénation parentale définissent pas nécessairement en termes de pathologie, mais comme une manifestation d'une dysfonction familiale qui est comprise dans un paradigme plus systémique de la famille. Donc, on se retrouve dans une famille, il y a rupture du couple, ça se passe pas bien, un des parents s'en prend à l'autre parent avec acharnement, l'enfant se retrouve pris un peu entre l'arbre et l'écorce, et ça crée une situation où l'enfant vivrait des mauvais traitements psychologiques. Et c'est vraiment dans cette perspective-là qu'au Québec, le concept a été étudié sous l'angle des conflits post-séparation, des conflits sévères de séparation, et la maltraitance psychologique des enfants. Et les chercheurs québécois qui se sont penchés sur cette question-là nous disent que l'aliénation parentale, ce n'est pas nécessairement un syndrome ou une pathologie, comme le définissait Gardner, mais fait référence à une situation où un enfant va créer une alliance avec son parent, ou l'inverse, le parent va créer l'alliance avec son enfant dans l'objectif d'exclure l'autre parent de la vie de l'enfant et qu'on pourrait voir les manifestations de ce problème-là dans les situations de conflits sévères de séparation où un parent souhaite ultimement se venger de l'autre parent. Donc, cette vision-là qui a été un peu plus large, donc non pas en termes de pathologie, mais dans une vision systémique, a probablement facilité son acceptation au sein de certaines pratiques au Québec, comme on le voit depuis quelques années, plus particulièrement dans le champ de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Et je ne vous cacherai pas qu'encore aujourd'hui, c'est un concept qui demeure quand même très controversé pour différentes raisons que vous allez découvrir avec nos conférenciers et conférencières. Mais j'aimerais peut-être dire que ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est que si on voit ailleurs que des groupes de défense de droits des pères, des groupes masculinistes, des groupes antiféministes ont vraiment mobilisé ce concept-là, au Québec, le discours entourant l'aliénation parentale nous est arrivé par l'entremise des chercheurs dans une perspective de droit des enfants. Pas nécessairement par des groupes ouvertement antiféministes et masculinistes. Donc, peut-être que si ces groupes-là étaient aussi actifs aujourd'hui qu'ils l'ont été à une certaine époque, possiblement qu'on peut penser qu'ils l'auraient utilisé et mobilisé. Mais ce n'est pas tant eux qui ont été les chefs de file en la matière. Mais peu importe par qui les mobiliser, ce qu'on commence à constater sur le terrain, c'est que c'est un concept qui est problématique à différents égards et qui est particulièrement problématique dans le champ de la violence conjugale. Et c'est ça un peu qui va nous réunir aujourd'hui. En fait, je vais peut-être je suis désolée, moi, habituellement, je suis à la minute. Et là, quand le temps ne fonctionne pas, je suis comme un peu déstabilisée. Je ne sais pas si je dois commencer, Mélissa, à 9h30, mais je vais empiétrer quelques minutes sur ton temps, si ça ne te dérange pas, juste pour pas passer trop vite non plus, là. Mais c'est ça. Au Québec, il y a différents... Je ne veux pas parler de moments clés, mais on a eu certains
acteurs qui, au début des années 2000, ont commencé à parler du concept d'aliénation parentale. On a Hubert Van Gazeghem, entre autres. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que c'est vraiment à partir de 2006, au moment où il y a eu des modifications à la loi de la protection de la jeunesse et où on a reconnu officiellement les mauvais traitements psychologiques à l'égard des enfants, que la question d'aliénation parentale a commencé à émerger un peu dans les discours et dans les pratiques et a commencé à gagner en popularité. Il y a deux choses qu'on remarque aussi, c'est qu'en 2013, il y a eu un groupe de réflexion sur l'aliénation parentale et les conflits sévères de séparation au Centre jeunesse de Montréal. Donc, il était composé d'une trentaine de participants. Et eux ont essayé, en fait, dans ce groupe-là, de mieux comprendre la problématique de l'aliénation parentale comme elle se présente dans les services de protection de la jeunesse. Et dans leur bilan qu'ils ont fait, qu'on peut trouver en ligne, là, on retrouve un peu les portraits, c'est quoi les caractéristiques d'un parent aliénant, du parent aliéné et de l'enfant. Et elles ont émis 22 recommandations pour aider les intervenants à mieux intervenir dans les situations où il y a présence d'aliénation parentale. L'année suivante, il y a une trousse de soutien à l'évaluation du risque de l'aliénation parentale qui a été développée par des chercheurs aussi qui souhaitaient soutenir les intervenants qui sont confrontés à ce genre de situation-là. Donc, c'est une trousse qui permet d'évaluer les risques associés à l'aliénation parentale, la présence d'aliénation parentale et les contextes propices. C'est une trousse qui est utilisée, entre autres, là, dans les centres jeunesse. Et la même année, là, ce qu'on remarque vraiment, puis encore, je dis toujours au Québec, parce que quand on regarde ailleurs, ça s'est manifesté différemment. Au Québec, c'est particulier. Mais là, à partir de 2013-2014, on voit une popularité grandissante du concept. Il y a eu un dossier complet qui a été publié dans la presse qui s'appelle « Parents en guerre » avec une douzaine d'articles dans lequel on dresse là, un constat assez alarmant des situations d'aliénation parentale. On remarque que les avocats, sur des sites d'avocats, on peut retrouver de plus en plus ce concept-là. Il y a eu un documentaire qui a été diffusé à Télé-Québec qui s'appelle « Dictature affective ». Bref, il y a eu une espèce d'engouement sur la question de l'aliénation parentale. Et tellement que moi et Simon, en 2014, on a publié un texte dans le Huffington Post qu'on a intitulé je me souviens plus du titre, mais quelque chose comme pourquoi on doit s'inquiéter du buzz autour de l'aliénation parentale? Parce que nous, ce qu'on voyait, c'est qu'on remarquait qu'il y avait qu'on devait commencer à être inquiet de la façon dont ce concept-là prenait une ampleur et comment il était aussi, de ce qu'on entendait par nos partenaires en maison d'hébergement, utilisé contre les femmes victimes de violences conjugales. Donc, les intervenantes en maison qui disaient « on voit de plus en plus des femmes qui, lorsqu'elles nomment la dangerosité de l'agresseur, sont menacées d'être accusées d'aliénation parentale. » Et ça, c'est quelque chose on va en discuter un petit peu plus après-midi de cette question-là, comment elle se manifeste en maison. Mais bref, il y a des inquiétudes qui se posaient. Mais au-delà de ça, il y a quand même, et je vais le dire, même si au Québec, c'est des chercheurs qui nous ont amené ce concept-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même des liens à faire avec l'antiféminisme, même si ces chercheurs-là ne s'identifient pas à l'antiféminisme. Et là, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais peut-être juste 3 choses que je vais lancer, puis on pourra en parler. Une des choses qu'on se rend compte, c'est que peu importe qui utilise l'aliénation parentale, on renforce les droits des pères et les droits des pères qui sont violents aussi. Il y a comme un renforcement qui se fait parce que c'est aussi beaucoup campé dans l'idée qu'on doit maintenir ou favoriser le lien de l'enfant avec les 2 parents. Fait qu'il y a des hommes violents qui ont des gains et des privilèges avec ce concept-là, et il y en a qui l'utilisent, évidemment, en parlant de leur conjointe. Fait que peu importe qui l'utilise, ça renforce à quelque part les droits des pères qui... et là, on parle de violence conjugale là, de ces pères-là. Une deuxième chose qu'on remarque, c'est que peu importe qui l'utilise, encore une fois, on perpétue un peu ce mythe-là sur les fausses accusations et l'ampleur des fausses accusations. Parce que dès qu'on dit qu'il y a aliénation parentale, à quelque part, ce qu'on dit, c'est que ce que l'enfant nous dit ou ce que la femme nous dit n'est pas vrai. Fait qu'on perpétue un peu cette idée-là que les fausses accusations, c'est problématique et qu'il y en a un peu partout, puis qu'on doit toujours faire attention quand on a un dévoilement. Et ça, c'est profondément antiféministe, même si ce n'est pas l'intention de la personne qui utilise le concept. Et la troisième chose, et qui est probablement, je dirais, la plus problématique, c'est que ce concept-là
a permis de contribuer à entretenir une confusion entre les chicanes de couple et la violence conjugale. Alors que ça fait très, très, très longtemps que les intervenantes en maison essaient de faire la différence entre les deux et d'expliquer aux gens qu'une chicane de couple classique versus la violence conjugale, ce n'est pas la même chose. Mais là, quand on parle de conflits sévères de séparation hautement conflictuelle, puis quand on regarde les écrits des gens qui ont travaillé sur l'aliénation parentale, c'est pas très clair la différence entre les deux. Et tout ça contribue au bâillonnement des femmes et des enfants qui sont la cible de la violence masculine, parce qu'à partir du moment où une femme est perçue comme aliénante, il peut avoir, pour la femme et pour les enfants, il peut avoir des conséquences assez importantes. Et tout ça, en fait, quand on constate un peu ce qu'on voit par rapport à ce concept-là, on en vient assez à la conclusion que peu importe qui le mobilise, surtout dans les situations où il y a de la violence dans la famille, les bases sont essentiellement anti-féministes. Et bref, c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui pendant la journée.